Il est mort et pourtant bien vivant aux yeux de ses partisans. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah assassiné par Israël, fait aujourd'hui l'objet d'un culte sacré. Au sud de Beyrouth, un mausolée s'élève à sa mémoire. À la tête du parti chiite libanais pendant plus de 30 ans, il incarnait la résistance contre l'État hébreu. Que reste-t-il de son héritage? Ahmed et Hussein appartiennent à cette génération qui a grandi avec cette figure emblématique. On vient souvent ici, on se sent orphelin. C'est comme si on rendait visite à notre père. Ce n'est pas un étranger pour nous. C'était un leader, un symbole de résistance, de sacrifice, de loyauté et d'intégrité. Personne ne pourra remplacer Saïd Nasrallah. On éprouve un fort désir de vengeance. On veut se venger de l'ennemi israélien. Entre Israël et nous, il n'y a pas que du sang qui a été versé, et cela ne s'effacera jamais. Le 27 septembre 2024, l'aviation israélienne lance une opération d'envergure planifiée de longue date. Des frappes de 80 tonnes de TNT s'abattent sur le bunker souterrain du leader du Hezbollah, en plein cœur de la banlieue sud de Beyrouth, le quartier général du parti. Hassan Nasrallah est tué sur le coup. Cinq mois plus tard, le 23 février 2025, c'est une marée humaine qui vient lui faire ses adieux lors de funérailles publiques organisées au stade de Beyrouth. Tandis que le cercueil fend la foule en délire, des jets israéliens survolent la cérémonie, faisant planer une menace constante. Sur le site de son assassinat, des fidèles affluent du monde entier. Couvert de bandages, Ali Eldana a tenu à être présent. C'est l'une des victimes de la fameuse opération des beepers piégés. Lors de cette attaque, Israël a fait exploser à distance des centaines d'appareils de télécommunications utilisés par le Hezbollah. Le beeper a émis une sonnerie inhabituelle qui a attiré mon attention. Je l'ai pris et l'explosion s'est produite. Avec plus de 40 morts et 3000 blessés, l'attaque des beepers avait fragilisé le parti de Dieu, avant même la mort de Nasrallah. Après des mois de guerre et de combats contre Israël, le Hezbollah et son parrain iranien sont fortement affaiblis. Les pertes sont lourdes, plus de 4000 combattants tués, 14 000 blessés, environ un tiers des effectifs du parti chiite. Direction la plaine de la Bekaa, dans le nord-est du pays, un autre bastion du Hezbollah. Ali, la victime des beepers piégés, a exceptionnellement accepté de nous recevoir, à condition de ne pas filmer sa famille. À 31 ans, le militant a subi plusieurs opérations en Iran. Il a perdu l'usage de son œil gauche et il est amputé de 3 doigts. Ça, c'est le jour où j'ai été blessé. C'est 4 heures plus tard. Regardez ce qui m'est arrivé. À quel point l'ennemi est un monstre. C'était un massacre. L'ennemi israélien n'a fait aucune distinction entre enfants et adultes.
militaires et civils. Les beepers étaient entre les mains de tout le monde, ils n'ont pas fait la différence. C'est le pire jour qu'on ait vécu. Moi ça va, j'ai le moral. J'ai des enfants à la maison. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils me regardent avec pitié, ils se demandent « Mais pourquoi papa est devenu comme ça ?» Ça les affecte. Mais demain, si Dieu le veut, ils grandiront et ils comprendront pourquoi c'est arrivé et qui nous a fait ça. Et si moi je ne peux pas me venger, un jour c'est mon fils qui le fera. Alors que ces militants appellent à la vengeance, le Hezbollah, longtemps perçu comme invincible, est sommé de rendre ses armes, plus de 40 ans après sa formation. Le désarmement du Hezbollah est aujourd'hui le principal point de discorde au Liban. Sous pression américaine, le gouvernement libanais n'a pas le choix. L'armée doit devenir la seule force militaire du pays. Une condition indispensable pour recevoir l'aide internationale, alors que le Liban est empêtré dans une crise économique sans précédent. De son côté, le Hezbollah conteste fermement la décision de l'État. Comme ici, lors de la commémoration de l'assassinat de Fouad Shokor, l'un des hauts commandants du Parti de Dieu, assassiné par une frappe israélienne. Sur l'écran géant, le nouveau secrétaire du parti, le Cheikh Naïm Qassem, refuse de se soumettre. لإعطاء إسرائيل سلاح قوة لبنان. ما حدا يلعب معنا هاللعبة لأنه نحن ما حنكون نعطي سلاح لإسرائيل. هيهات من الذلة. Les représentants politiques du Hezbollah campent aussi sur cette position. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait avec toutes les attaques israéliennes depuis le 27 novembre dernier? Avec autour de 250 martyrs, avec les prisonniers qui sont toujours emprisonnés, avec les travaux quotidiens d'Israël d'empêcher les gens de reconstruire leurs maisons dans les villages, du sud surtout. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Le gouvernement qui ne peut pas défendre les Libanais actuellement, comment il va les défendre dans le futur? Est-ce qu'il y a des réponses? Dans la rue, les militants du Hezbollah se mobilisent également contre le désarmement. Tous les soirs, Ahmed et Hussein organisent des rassemblements dans la banlieue sud de la capitale. On est sous le pont de Mcharafieh, on t'attend. Après sa défaite militaire, le parti brandit sa dernière carte, la rue. Il faut brûler le pays pour Saïd Nasrallah. Vous n'aurez pas nos armes. C'est notre honneur. Malgré l'affaiblissement du Hezbollah, ces jeunes veulent toujours croire qu'il peut continuer à combattre. Le peuple soutient la résistance. Elle nous a défendus pendant la guerre, nous sommes prêts à la défendre en temps de paix. Quand ils ont besoin de nous, nous sommes là. Personne ne peut nous défendre, sauf le Hezbollah. Pendant des heures, le convoi de mobylettes va sillonner les quartiers de Beyrouth à coups de cris et de klaxons.
Entre le Hezbollah et le reste du pays, un fossé se creuse de jour en jour. Malgré cette opposition farouche, le désarmement a commencé à marche forcée dans le sud du Liban. Depuis le cessez-le-feu, le Hezbollah a retiré ses troupes de la zone, cédant la place à l'armée libanaise qui reprend peu à peu le contrôle. Elle est soutenue par les 10 000 casques bleus de la FINUL, la force d'interposition des Nations Unies chargée du maintien de la paix depuis 1978. Chaque jour, son contingent français effectue des patrouilles. Nous sommes à quelques kilomètres de la frontière avec Israël. Sur le chemin, tout n'est plus que destruction et ruines. Pendant la guerre, Israël a mené une politique systématique de la terre brûlée. Certains villages ont été rayés de la carte. Malgré le cessez-le-feu, l'État hébreu occupe toujours 5 positions dans la zone. Des drones israéliens surveillent le ciel constamment. Autant de violations de l'espace libanais. Face à nous, à environ 1500 mètres, la colline de Jabal Blat, qui constitue la deuxième position d'occupation israélienne en territoire libanais depuis le retrait de janvier-février 2025. Sur la carte, toutes les zones oranges représentent des positions d'occupation israélienne en territoire libanais. La FINUL est chargée de recenser ces violations. Mais sa mission prioritaire est de localiser des dépôts d'armes disséminés dans la région. Régulièrement, nous tombons sur des caches, sur des tunnels, sur de l'armement sur le terrain. Et donc, dans ce cas-là, nous rendons compte, nous informons immédiatement les forces armées libanaises et qui réagissent très rapidement pour venir sur place et pour venir retirer cet armement que nous pouvons trouver. Dans une ancienne zone de tir du Hezbollah, nous progressons sur un terrain miné. Les casques bleus viennent de débusquer une cache d'armes. À l'entrée du tunnel, une première découverte. Ici, il s'agit d'enveloppes de missiles anti-char type AT-15. On en a compté 6, plus une caisse de transport. Au fur et à mesure que l'on progresse dans le tunnel, on retrouve tous les éléments d'une troupe qui vit en campagne, c'est-à-dire du matériel de bivouac, des munitions et des télécommunications. Et donc ici, on a également 2 caisses de stockage de missiles qui sont vides. Des missiles qui appartenaient probablement au Hezbollah. Jusqu'à présent, la FINUL et l'armée libanaise ont démantelé plus de 500 caches d'armes dans la région. Ce désarmement n'est pas sans risque. Ce même jour, 6 soldats libanais sont morts lors d'une opération similaire. La guerre a officiellement pris fin en février dernier, mais les frappes israéliennes se poursuivent quotidiennement au sud Liban. Depuis le cessez-le-feu, ces attaques ont fait près de 300 morts, dont de nombreux civils. À Touline, un village chiite, les habitants enterrent Abbas Awala, un enfant de 12 ans tué par un drone israélien. Son père, un membre du Hezbollah, a été gravement blessé. L'enfant faisait partie des scouts du Mahdi, une organisation de jeunesse du Hezbollah. Ces attaques attisent la colère des habitants, renforçant leur soutien au parti de Dieu. Pour sa mère Fatima et son frère Ali, cette mort est une injustice.
هو الصاروخ نزل هون وكان الموتوسيك هو كان موتوسيك محلي يعني الصاروخ محل ما نزل وطار الموتوسيك وطار خي عمايلي تاني. Mon fils marchait sur la route. Les Israéliens pouvaient le voir avec leurs caméras, très clairement. C'était évident que c'était un enfant. Il ne faisait rien. Il ne portait pas d'armes. Ils ont attendu qu'il arrive à la maison pour le tuer. وأنا يعني بقول إنه هنيئا لك حنشتاق لك طبعا بس ارتحت من هم الدنيا وعشان إنه نحن نبين إنه نحن قدمنا شيء قدمنا يعني دم قدمنا طفل لنحمي هذا البلد. Aujourd'hui, le sud Liban est exsangue. Le coût de la reconstruction après les bombardements israéliens est estimé à plus de 9 milliards d'euros par la Banque mondiale. Khiam, qui comptait autrefois plus de 10 000 habitants, est désormais un village fantôme. Sur cette place tapissée de portraits de martyrs, seuls quelques irréductibles tuent le temps. La plupart ont perdu leur maison et les travaux se font au ralenti, faute de moyens. Ali Khaïs, le propriétaire du café, attend toujours d'être indemnisé. La plupart des commerces n'ont reçu aucune compensation. Personne n'est venu à notre aide. C'est la responsabilité de l'État, mais il est aux abonnés absents. Pendant la guerre, le Hezbollah fournit de l'aide aux déplacés, mais aujourd'hui, il est financièrement étouffé et ne peut plus nous aider. Ils n'ont plus suffisamment de moyens. Cette guerre a également tari les ressources du Hezbollah. L'État libanais bloque désormais tout transfert de fonds en provenance de l'Iran, le principal soutien du parti chiite. Des sanctions qui alimentent la frustration des habitants. Les gens veulent reconstruire, mais alors que l'État nous aide. Le blocus financier nous empêche de réparer nos maisons. Donc, comment reconstruire ? Il est normal que les gens soient en colère. Ils ont perdu leurs souvenirs, leurs habitations. Tout a été détruit. Un client du café tient à nous montrer les actions du Hezbollah sur le terrain. Malgré les difficultés, le parti chiite continue de venir en aide aux habitants des zones sinistrées. Regarde, tous les murs sont abîmés. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4 murs à réparer. Ingénieur de formation, Mohammad travaille à Jihad el-Bina, l'organisme du Hezbollah chargé de la reconstruction. Dans cette maison endommagée, il vient constater les dégâts et estimer la valeur financière des compensations. Alors, combien je vais toucher ? Je ne peux pas te donner un montant exact, car ce n'est pas moi qui fixe les prix. Nous faisons d'abord un constat des dégâts, puis nous transmettons le dossier au bureau des vérifications. La somme peut varier entre 20 000 et 50 000 euros, selon l'ampleur des dommages. Nous recevons énormément de demandes. À Riam, il y a déjà 5 000 dossiers. Nous avons dû émettre 5 000 chèques uniquement pour couvrir les dommages partiels, sans compter les maisons totalement détruites. Et dans tous les villages frontaliers, le nombre de demandes reste très élevé. Jusqu'à présent, Jihad el-Bina a versé près d'1 milliard d'euros en compensation. Une somme impossible à vérifier, tant règne l'omerta sur les finances du Hezbollah. Merci beaucoup. Au revoir. Ailleurs, plus près de la frontière, certains habitants ne peuvent pas rentrer chez eux. Ils doivent être escortés par l'armée libanaise pour avoir accès à leur village.
car il risque d'être pris pour cible par les forces israéliennes. Sabrine Fanache a accepté de nous accompagner dans son village, Daïra. Ma maison se trouve là-bas, tout en haut, à la frontière. Ça fait 2 ans qu'on nous interdit d'y retourner, même juste pour constater les dégâts. C'est une zone tampon. Plus bas, le centre de Daïra a été réduit à néant. Un drone bourdonne sans relâche au-dessus de nos têtes. Dans ce paysage lunaire, Sabrine essaie de retrouver les traces de ce que fut autrefois sa vie. C'était des maisons. Il y en avait 5. Comment tu te sens quand tu viens ici? Ça me brûle. Ça fait mal. C'est une grande douleur. Indescriptible. Sabrine était très impliquée dans les affaires de son village. Ça, c'est ma photo. J'étais candidate aux élections municipales. Mais malheureusement, je n'ai pas gagné. Elle nous confie, hors caméra, qu'elle ressent de la colère envers le Hezbollah. Elle le tient pour responsable d'avoir entraîné le pays dans une guerre inutile contre Israël, en soutien à Gaza. Je suis contre la guerre. Ça nous a été imposé. Nous sommes avec l'armée libanaise jusqu'à notre dernier souffle. Il n'y a qu'elle qui puisse garantir notre protection, notre sécurité et la stabilité. Sabrine n'est pas la seule à réclamer une paix définitive au sud Liban. À Beyrouth, de plus en plus de voix s'élèvent contre les choix stratégiques du Hezbollah. Bonjour. Régulièrement, des journalistes et des opposants chiites se rassemblent pour tenter de créer une alternative politique au parti de Dieu. Leurs armes doivent être contrôlées et confisquées. Ça ne marchera que si le Hezbollah arrive à convaincre son public. Aujourd'hui, la parole se libère. Impensable, à l'époque où le Hezbollah était encore tout-puissant et réduisait au silence ses opposants. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous en remettre à l'État, car la défense du Liban ne repose pas seulement sur les kalachnikovs ou les missiles. Elle dépend aussi des relations internationales, des pays alliés et des conventions internationales. Aujourd'hui, nous avons un président et un premier ministre qui ne dépendent pas de la politique de l'Iran et ne sont pas affiliés au Hezbollah. Mais leurs mains restent liées car le Hezbollah n'est toujours pas désarmé. Le parti déclare la guerre, l'arrête, négocie. Il faut que la communauté chiite retrouve pleinement sa place au sein du Liban. La stratégie politique du Hezbollah ne convainc plus, même auprès de son propre public. C'est pourquoi notre mouvement gagne en influence. Un discours que le Hezbollah n'est pas prêt d'entendre. À Beyrouth, les militants continuent de faire monter la pression contre le désarmement. Que décideront les dirigeants du Hezbollah? Se plier aux volontés américaines et israéliennes ou prendre le risque d'une nouvelle guerre?